Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Alimentation, le rendez-vous de l'innovation agroalimentaire, tenu récemment à Saint-Hyacinthe, abordait dans les présentations faites aux 300 participants les thématiques de la salubrité, de la durabilité et de la qualité de l'offre alimentaire. Dans la Cité de l'innovation agroalimentaire, on a encore une fois confirmé que devant tous les défis du secteur, on doit effectivement compter sur l'innovation. Les 3 panels de la journée ont d'ailleurs été fort éloquents en ce sens. J'étais de cette rencontre et je vous donne un aperçu des discussions sur les questions de salubrité, de durabilité et d'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire. Voici mon reportage. Dans le monde de l'alimentation, il y a des conditions essentielles, incontournables. La salubrité en est une. Dr Alexandre Thibodeau de l'Université de Montréal. Pour la production, c'est là que la nourriture arrive. Donc, c'est grâce aux producteurs qu'on a quelque chose dans notre assiette. Et malheureusement, c'est la première porte d'entrée des pathogènes alimentaires. Vos salmonelles, vos campylobactères viennent de la ferme. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Et lorsqu'on parle de la production, c'est pas juste le producteur tout seul. On parle de tous ses intrants, des aliments, la provenance des animaux, de son environnement. Donc, c'est toujours un défi, en fait, de maintenir une pression des pathogènes alimentaires la plus faible possible à la ferme. Bien sûr, il faut de la rigueur tout au long de la chaîne, mais le début du processus est important. Virginie Lachapelle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Toute une évaluation du risque qu'on fait au niveau des transformateurs, mais le côté intrant de ces transformateurs-là aussi a un lien avec la ferme et on reconnaît des exigences qu'ils ont en termes de salubrité alimentaire déjà dans ces étapes primaires-là. Puis il faut savoir aussi que la production primaire est très variée, parce qu'on a des productions primaires même nouvelles qui s'amènent et qui se veulent aussi, dans le fond, de pouvoir fournir au niveau de l'assiette du consommateur une variété et soutenir une sécurité alimentaire, si on veut, aussi dans certains contextes. Mais c'est sûr que ça amène ensuite de nouveaux enjeux de salubrité alimentaire à lesquels on doit investiguer, adresser, voir si on a les méthodes pour évaluer ces risques-là, dans le fond, déjà au niveau des productions primaires. Le facteur humain n'est pas à négliger. Geneviève Arsenault, spécialiste chez Exceldor. La main-d'œuvre, pour moi, est le plus grand défi que je vois pour la salubrité puis la qualité. Les gens qui vont assurer que notre système alimentaire rencontre les normes, puis rencontre la législation, c'est des gens qui ont des expertises pointues, c'est des gens qui font un travail exceptionnel sur le terrain, un travail difficile, qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. On manque d'étudiants dans les programmes. Pour moi, c'est un défi que je vois aujourd'hui qui risque de s'empirer si on n'agit pas rapidement. Évidemment, la contamination pathogène va finir en usine. On a des bons outils pour s'assurer de réduire les charges micro, d'adresser les pathogènes, puis j'ai confiance que ce qu'on fait adresse ça. Mais c'est sûr que tout le travail qui est fait en amont pour le réduire est essentiel. Sylvain Kessy de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe rappelle que la salubrité a son coût. On a peu d'idées de l'investissement des producteurs dans des programmes de biosécurité, d'assurance qualité à la ferme. On prend pour acquis que ces gens-là vont mettre en place des bonnes pratiques, mais ça nécessite des investissements importants. Mais de plus en plus, on a une espèce de réticence parce qu'une salmonelle, un campylobactère, ça ne cause pas de maladie chez les animaux. Donc, ils le font dans une volonté sociétale. Donc, à quelque part, il faut prendre conscience de ça, puis d'éviter d'ajouter de manière inutile certaines contraintes. Je vais vous donner un exemple. De plus en plus, on va prôner du poulet sans antibiotiques, des animaux qui vont ne pas consommer de promoteurs de croissance. Tout ça, c'est très bien. Mais en contrepartie, il y a des coûts. Ce sont les producteurs qui les assument. À quelque part, ça a un impact sur la survie de plusieurs producteurs. Donc, il y a des besoins d'accompagnement qui viennent avec l'application de ces normes d'assurance qualité-là sur les fermes. Après la salubrité, la thématique de la durabilité. De plus en plus d'entreprises ont leur plan de développement durable. Marie-Michelle Lemoine
de fruits d'or. C'est parti vraiment avec un rêve fou de faire de la culture de canneberge biologique. Le premier défi, c'était de vendre ce produit-là. Fait que l'entreprise est née de ce désir-là de cultiver différemment, de nourrir le sol qui nous nourrit. Puis après ça, on a eu un parcours où on a utilisé des solutions un peu alternatives, comme de la biomasse pour générer de l'énergie pour notre usine, pour faire du fruit séché. On a fait des choses assez naturellement, de façon organique. Puis de plus en plus, on réalisait qu'on avait beau se donner des tapes dans le dos, mais on n'avait pas nécessairement réussi à capturer ce qu'on avait fait, puis de se faire un plan. Entreprise à peu près 24 ans, on est encore une jeune PME, un peu adolescente parfois. On s'est rendu compte qu'il fallait prendre un moment d'arrêt, puis se faire vraiment un diagnostic, de comparer où on est rendu dans notre démarche, puis on va lancer notre premier plan de développement durable. On pouvait se dire, on sent qu'on est un acteur important de développement durable, mais on se sentait toujours un peu imposteur parce qu'on n'avait pas pris le temps de vraiment analyser où on en était, puis développer notre plan pour le futur. Donc, on a fait la phase de diagnostic. Ça a duré 1 an et demi. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais pour bien faire les choses, il fallait prendre le temps. Puis là, maintenant, on va lancer notre premier plan de développement durable au printemps. Même chose chez Norterra, anciennement Bonduel. Christian Malenfant. Le développement durable chez nous s'articule, je dirais, en 3 piliers. Le premier, c'est évident, on prépare des produits qui viennent directement du sol, de la terre. Alors pour nous, c'est un engagement, une responsabilité de préserver la santé des sols, la compaction des sols, utiliser l'eau de façon raisonnable, les intrants aussi, les fertilisants, toutes les ressources naturelles qu'on sert pour fabriquer nos produits. Puis on le fait ça en partenariat avec nos premiers partenaires d'affaires, les producteurs agricoles, avec qui on s'engage à diminuer notre empreinte écologique. Alors ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est notre engagement envers toutes les parties prenantes pour conduire nos affaires de façon éthique et responsable avec nos clients, nos fournisseurs, la société civile, nos codes de conduite à l'interne, les tests en cybersécurité, par exemple, pour assurer qu'on mène bien nos affaires. Puis le dernier pilier, c'est notre engagement envers la communauté. Puis ça commence avec nos employés. On s'engage envers eux à avoir des conditions de travail bienveillantes et sécuritaires. C'est fondamental. Les consommateurs, évidemment, des produits sains et de qualité. Et toutes nos communautés qui sont autour de nos sites de production, c'est très important pour nous de supporter leur vitalité économique et même culturelle sous forme de commandites ou de dons et même aussi des dons de denrées alimentaires. C'est comme ça que je résumerais notre programme de développement durable. Et chez Danone, on a aussi une stratégie de développement durable. Jean-Marc Bertrand. Tout s'articule autour de la mission de l'entreprise qui est amener la santé par l'alimentation au plus grand nombre de consommateurs. Alors, le consommateur est vraiment au centre du pilier du développement durable et il y a une portion santé, donc comment on formule nos produits pour offrir un meilleur produit. Par exemple, dans les 4 dernières années, on a réduit de 45 % le sucre dans tous nos produits. Le deuxième volet, c'est toute la préservation de la nature. Donc, c'est tout ce qui est réduire les gaz à effet de serre, évidemment, donc tout le carbone qu'il y a dans notre chaîne d'approvisionnement. Selon les normes SBTI, et je n'ai pas osé traduire en français, mais c'est Science Based Target Initiative 1,5 degrés. Ça nous force à réduire de 42 % toute notre chaîne d'approvisionnement en carbone au complet. C'est un pilier important. Il y a aussi la préservation des bassins versants, donc toute l'eau reliée à l'agriculture, des matières qu'on achète. Il y a une portion importante sur l'agriculture régénératrice, tout le travail fait dans les fermes pour améliorer la santé des sols, la biodiversité et ainsi de suite, relié à l'agriculture. Il y a aussi le gaspillage alimentaire qui fait partie de la nature. Parce que ça aussi, ça a un impact sur le carbone, c'est tout interrelié, un aspect très important. Et le troisième volet, c'est plus le côté social. Donc, comment on traite nos employés, nos partenaires avec qui on travaille, toute la communauté aussi qu'on aide autour. Ça aussi, c'est très, très, très important. Alors, c'est santé, nature et... Social. Social. Troisième thématique, la qualité. Qualité de l'offre alimentaire. Rappelons que l'on est au Canada et au Québec en particulier dans un processus d'amélioration par la réduction du sucre, du sel et du gras pour éviter de devoir, selon les nouvelles règles fédérales, placer des avertissements bien visibles en façade des emballages. L'animatrice du panel, Isabelle Marquis. Comment faire comme industrie pour permettre la production d'aliments à plus grande valeur ajoutée qui soient à la fois sains, bien sûr délicieux, tout en étant le plus abordable possible. C'est un défi sur lequel vous tous travaillez tous les jours et que vous tentez de relever avec le plus de brio possible. Et c'est le thème de notre prochain panel, de notre prochaine discussion, qu'on a intitulé « Feuille de route pour améliorer la qualité de l'offre alimentaire ». Il y a déjà bon nombre d'initiatives positives. Par exemple, à la boulangerie Saint-Méthode.
Daniel Lacoste. Ce qu'on fait de mieux, on prend quand même des aliments locaux. Plusieurs des boulangers au Québec font de l'approvisionnement au niveau local. C'est bien parce que ça nous permet aussi de développer des saveurs avec les blés d'ici ou disons des éléments d'ici pour améliorer nos pains. Fait que ça, c'est un des éléments qu'on fait bien. Bon, c'est sûr, santé, sécurité au travail. La qualité des produits, c'est des hauts standards aussi. Fait que c'est deux choses. Je pense qu'on fait très, très bien. Beaucoup de choses à dire sur l'amélioration de l'offre. À preuve, cette discussion entre Marie-Noëlle Cano d'Amélioration alimentaire Québec, Marisa Gattuso de l'IMEL, Sophie Vincent du Centre Umami Syntec et Daniel Lacoste de Boulangerie Saint-Méthode. C'est une question de rester compétitif. Et souvent, on dit amélioration va coûter plus cher. Mais en quelque part, amélioration, on peut dire je vais sauver des coûts, je vais m'améliorer, je vais mettre un ingrédient qu'il n'y avait pas avant, qui va changer mes valeurs nutritionnelles, qui va me donner un avantage compétitif. Fait que moi, je ne vois pas ça comme un coût. Puis oui, ça nous remet en question, mais je pense qu'il y a rien que le changement qui est constant. Il faut toujours se remettre en question sur comment on peut améliorer notre processus. Oui, puis que l'amélioration devienne la destination. Puis que ce soit un chemin qu'on prend ensemble avec les bonnes personnes, mais ce qu'on entend sur le terrain, c'est on sort d'une crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir parce qu'il y a eu la COVID, puis là, il y a celle que je n'énumérais pas, mais à laquelle on s'habitue. Mais c'est de dire, si je veux me rendre à la destination qui est l'amélioration alimentaire pour des raisons de compétitivité, il faut que je m'en occupe maintenant. Puis comment je m'en occupe maintenant? Bien, la réglementation, ça a été une lumière clignotante. Il y a la question du financement qui ressort beaucoup des processus facilitateurs accélérés pour soutenir les entreprises, mais aussi une volonté des entreprises d'investir dans tous les avantages que peuvent amener l'amélioration alimentaire à terme. Il y a des choses qu'on peut faire pour demain matin, mais l'amélioration alimentaire, il faut que ce soit un chemin qu'on prend pour le un petit peu plus long terme, pour prendre les bonnes décisions, choisir les bons ingrédients, choisir les bons collaborateurs, faire des tests de goût pour être sûr que ça goûte bon quand c'est pertinent de le faire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de conditions gagnantes à mettre en place encore, mais c'est vers ça qu'il faut tendre pour que ça devienne un effort collectif. Est-ce que je pourrais rajouter? En fait, la crise, c'est pour l'industrie, mais c'est aussi chez le consommateur. Fait que c'est comme si la crise, les connaissances qui vont arriver avec l'étiquetage, ça va venir aussi bouleverser. Fait que c'est comme s'il fallait essayer de tirer profit, justement, à la fois, ça, c'est pour nous, mais c'est aussi avec eux. Fait que c'est comme si la transformation, on peut la vivre ensemble aussi. Là, c'est pas juste une partie, mais je pense que c'est vraiment de tous les côtés. C'est un bon point, puis j'aimerais rebondir là-dessus parce que un commentaire que j'entends de plus en plus fréquemment par des entrepreneurs quand on regarde leurs produits, ils en apprennent plus depuis que les médias sociaux sont très actifs sur d'abord la perception que les gens ont de leur offre, mais aussi la valeur nutritive de leurs propres produits parce qu'eux-mêmes la regardent pas. Je pense pas que ce soit méchant, négatif ou intentionnel de la part de quelque entreprise que ce soit. Mais oui, des fois, que ce soit le consommateur qui lève le drapeau pour dire « Hey, il me semble que c'est peut-être un peu sucré ton affaire ou j'aime bien ton produit, mais il me semble que ça ne fait pas de sens. » Est-ce que vous le sentez, vous aussi? Est-ce que c'est un moteur potentiel d'influence? Que ce soit dans la grande entreprise ou la petite entreprise, il est plutôt rare actuellement qu'on va formuler en fonction d'un tableau de valeurs nutritionnelles. Oui, avec le front of pack qui s'en vient, mais le fameux logo qu'on va avoir devant les emballages, mais avant cette loi-là, je ne formulais pas, moi, en fonction de valeurs nutritionnelles. Puis peut-être pour certaines clientèles ou des produits qui s'adressent vraiment à des clientèles spécifiques, peut-être que oui. Mais je pense que les produits, de façon générale, non. Puis avec toute la bonne volonté, les connaissances qui sont disponibles, effectivement, l'information qui est vraiment multipliée, mais des fois de la bonne et de la moins bonne information, je pense que le consommateur se questionne, mais reste encore des choses à faire. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation puis de sensibilisation. Fait que non, venant de lui, il n'y a pas une demande spécifique, à moins qu'il y ait vraiment, je pense, un trouble de santé ou quelque chose qui va vers ça. Néanmoins, je pense qu'on peut agir pour provoquer ça, l'éduquer, le questionner, le faire. Moi, je parle toujours de choix éclairés. L'amener à faire un choix éclairé, que ce soit un choix d'un sac de chips, pourquoi pas, mais qu'il sache un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Je te dirais que chez nous, chez Saint-Méthode, c'est une valeur de base. Donc, tout ce qu'on sort doit être santé. Pour que ça soit, puis j'ai un ancien de la boulangerie, c'est avec moi, il va rire quand je vais dire, c'est bon, santé et maison, BSM. C'est simple comme bonjour, mais ça fait ce que ça a à faire. Puis c'est le développement de la marque qui, quand les gens voient notre logo, ils savent que ça va être bon, ça va être santé, puis ça va goûter la maison.
Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Puis peu importe l'innovation qu'on va sortir, il faut que ça rentre dans ce moule-là, dans ce cadre-là. Puis oui, avec l'éco-responsabilité, on commence à rajouter des lignes là-dedans, mais ça fait partie des valeurs. Fait que pour nous, c'est de la base, là. Sinon, on ne peut pas sortir le produit. Revenons spécifiquement sur l'exemple d'Olimel. Nous, chez Olimel, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dès que la réglementation a été connue et publiée, il y a un chantier qui s'est mis en branle, là. On a différentes catégories de produits. Donc, on avait au-dessus de 120 SKU qui étaient pour avoir le logo. Donc, il fallait se questionner qu'est-ce qu'on fait avec ça de notre côté. Donc, il y a une réflexion qui s'est faite tant avec le marketing qu'avec l'équipe innovation, qu'avec l'équipe R&D sur qu'est-ce qu'on accepte de qu'est-ce qu'on n'accepte pas et qu'est-ce qui est scientifiquement possible. Parce qu'il y a des impacts tant sur la durée de vie que sur la texture, le goût, l'extraction protéique qui se fait avec le sel, entre autres. Donc, qu'est-ce qui est scientifiquement possible d'être fait? Puis c'est comme ça qu'on a tranquillement construit notre gros chantier qu'on a appelé « Retour aux sources ». C'est pas juste non plus le logo, mais c'est également regarder la liste d'ingrédients pour avoir une liste d'ingrédients nobles et épurés. C'est bien beau enlever le sel, mais je le remplace par quoi? Pour moi, du sel, ça reste un ingrédient noble et épuré. Donc, j'aime mieux avoir peut-être du sel qu'avoir une liste d'ingrédients qui est longue comme le bras pour combler le fait que j'enlève le sel. On constate aussi que la majorité des consommateurs ne savent pas ce qui est fait et ce que va amener la nouvelle réglementation fédérale. Sophie Vincent du Centre Umami. C'est difficile de le prévoir. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Moi, ce que je sais, c'est que quand je sonde le consommateur, il ne sait pas ce qui s'en vient. Il ne l'a pas encore vu, la loupe, il n'a pas vu tout ça. Puis il y a plein d'autres considérations, l'aspect environnemental. Fait que pour chacun des consommateurs, il y a des préoccupations. Celui-là va devenir une nouvelle préoccupation qui va se rajouter, je crois, à son lot actuel de préoccupations. Fait que oui, je pense que les entreprises travaillent vraiment très bien. Assurément, plus on est soutenu, plus on travaille ensemble. Mais il y aura différentes considérations. Moi, je parle toujours de point de vue, là, de voir le problème ou les solutions sous différents angles, puis surtout inclure le consommateur dans la stratégie. Quelle stratégie j'adopte? Tantôt, on parlait d'une réduction progressive. Est-ce que j'y vais le tout pour le tout? Est-ce que je risque de le choquer aussi? Il a toujours aimé mon produit. Si je le choque, des fois, je le vois, là, quand on dit les choses en groupe de discussion, c'est comme si je venais péter la balloune du consommateur. Puis là, je brise des rêves, là, en disant, mais le sel, c'est un bon aliment. Le sel, c'est un bon aliment. T'es sûr? Le besoin de bien informer les consommateurs. Daniel Lacoste l'illustre en comparant ses pains à des croustilles. On a eu des augmentations d'intrants dans les 2 dernières années dans le pain. Vous l'avez vu, vous le payez, votre pain. Il y a eu quand même des augmentations assez substantielles. Puis un des distributeurs chez nous disait c'est effrayant, ça coûte cher, rendu 5$ pour 600 grammes. Je dis ouais, mais ton sac de chips, tu le payes combien? Ben 5$, combien de grammes? 200. Ça veut dire que tu payes 15$. Moi, c'est 5$. Tout. Fait que ta notion de valeur, quand tu disais dans le sac, là, le monde dit c'est cher le pain, puis ils arrivent dans les arrangés de chips, puis ils prennent un sac à ça. Puis si ton sac de chips n'a pas le logo, il va-tu être assez salé? Mais je te dis, ils vont en vendre moins. Parce qu'au Québec, il y a une affaire que les consommateurs font. Ils mangent chanter un peu plus que la moyenne des ours au Canada, mais quand ils veulent de l'indulgence, on y va all-in. Donc ton bacon, là... Tu vas en vendre encore. Ah! Je vais t'en acheter, hein. Ici Lionel Levac. Rappelons que Saint-Hyacinthe est toujours en attente d'une désignation de zone d'innovation. Dans mon prochain balado, je vous parlerai du soutien des ministres Lamontagne et Fitzgibbon au secteur de la transformation alimentaire. Je vous rapporterai les propos des ministres à l'occasion du congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.